les objectifs. Donc, voilà, donc bonjour tout le monde. Notre objectif, c'est la mise en place d'un serveur d'hébergement web, à savoir un serveur LAMP. Donc, le serveur LAMP, ce n'est que Linux. L'A pour Apache 2, le M pour MariaDB, c'est MySQL. Le P, c'est pour le PHP et bien sûr le PHP-MyAdmin. Après, on va faire l'installation d'un serveur FTP. Donc, l'objectif des serveurs FTP, c'est d'héberger des fichiers à distance. Donc, on va se connecter à un serveur distant et on va envoyer notre site web. Donc, on va prendre un CMS, Drupal ou bien WordPress. On va essayer de prendre un cas concret d'hébergement. Donc, nous avons vu les ateliers, donc les serveurs de hosting. Nous avons installé avec Softaculous WordPress. Donc ici, on va essayer avec notre serveur de mettre en place la même structure avec WordPress. Donc, vous avez déjà les acquis, donc la philosophie de WordPress. Maintenant, on va tester notre serveur avec WordPress. Donc ça, c'est l'objectif final. Donc nous aurons besoin de FTP. Pour le nom de domaine, on va essayer de faire le DNS aussi. Cette structure, elle est envisageable aussi avec Nginx. Donc on peut aussi faire l'installation de Linux, Nginx, MariaDB, PHP pour faire la mise en place de LNMP. Pour cette science-là, donc on va s'intéresser à LAMP, à hosting via LAMP, FTP, DNS. Voilà, donc pour mes machines virtuelles, nous aurons besoin des machines suivantes. Donc un serveur Debian. Voilà, donc je vais essayer de renommer ça. SRV Debian. Donc pour organiser les labs, essayez toujours de faire des répertoires, donc new folder. Là. Et on va essayer Windows, elle est là. Et bien sûr, je peux utiliser un client Debian si vous voulez. Donc ça, c'est notre lab. Pour la structure du lab, donc j'ai demandé la dernière fois, je sais pas ce que vous avez fait. Non. Donc le lab va être comme suite. Donc la mise en place d'un serveur d'hébergement web. Donc le lab, ce sera le suivant. Donc pour notre serveur, donc on va essayer de faire quelques dessins. Il est toujours l'habitude de faire la même chose. Donc avant de commencer, il faut faire la maquette réseau. Comme ça, vous allez comprendre le schéma d'adressage et la liaison entre les machines. Par exemple, on va utiliser de l'insegment pour faire la simulation entre la machine Linux et la machine Windows. Je vais également ajouter un autre segment qui sera le segment vers notre machine réelle. Donc ici, on va dire la machine virtuelle va sortir
il va travailler sur le réseau local de l'entreprise. Bien sûr, on commence toujours les labs avec un réseau private, donc un réseau avec des LAN segments, un réseau privé qui n'est pas connecté aux autres machines. Cette structure, elle est idéale pour les, les labs de hacking, par exemple. Lorsqu'on utilise des cracks, lorsqu'on utilise des attaques, lorsqu'on utilise Metasploit, donc on va utiliser bien sûr des exploits, etc. Il faut isoler les machines de votre environnement réel. Mais si vous maîtrisez ce que vous faites, donc nous aurons besoin, par exemple, dans l'entreprise, de faire un test d'un serveur web. Donc, il n'y a pas de danger ici. Donc, on peut directement utiliser le NAT pour se connecter au réseau de machines. Donc, on va se connecter avec la machine. On peut aussi utiliser un réseau bridge pour se connecter au LAN de l'entreprise. Donc ici, lorsque vous choisissez ici, donc je vous montre comment pour les machines. Donc ici sur le serveur, vous avez bridge, replicate, physical network connection state. Donc ici, le système, il va dupliquer la carte réseau réelle. Donc la machine virtuelle va utiliser directement la carte réelle. Donc, qu'est-ce qu'on gagne avec cette méthode-là? Donc, la machine virtuelle égale à la machine réelle maintenant. Donc, il va se connecter au réseau LAN. Il va récupérer l'adresse IP à partir de votre DHCP, de votre réseau LAN. Maintenant, il n'y a plus de différence entre la machine virtuelle et les machines réelles. Ça marche? Le mode NAT, c'est un mode qui va nous permettre aussi de se connecter dans Internet, par exemple, mais l'adresse de sortie, ce sera l'adresse de votre machine. Donc l'adresse qui est visible dans le LAN, c'est l'adresse de votre machine. Il y aura une connexion entre la machine host normale avec la machine virtuelle. Et on peut créer un réseau privé host only. Et aussi, on avait testé avec les LAN segments pour créer un réseau où il y a plusieurs réseaux, plusieurs segments privés dans notre réseau. Donc ici, la première carte, je peux l'utiliser en mode NAT. L'objectif du NAT, c'est tout simplement, c'est pour faire l'installation des packages. On va essayer de mettre NAT pour installer les packages. Par la suite, je peux utiliser d'autres cartes réseau. Donc l'objectif de ces cartes-là, c'est pour la connexion avec les autres réseaux. Donc pour l'instant, je vais essayer de limiter mes cartes. Donc la deuxième va être sur LAN 1 et la troisième va être sur LAN 2. Ça marche? Ici l'ordre, vous avez ici la première, la deuxième et la troisième carte. Voilà, donc la première c'est LAN. C'est ce qu'on va utiliser le NAT pour faire les installations nécessaires. Donc j'applique. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser les autres cartes. Donc, je ne vais pas faire un restart de mon serveur, mais c'est obligatoire pour la prise en charge des cartes réseau que vous avez. Merci. Donc, je commence tout d'abord par IP adresse. Donc, vous avez les différentes cartes. Donc, la première, c'est ENS 33, qui est après cette adresse-là. Donc, cette adresse, elle est donnée par VMware. Donc, VMware,
Pour le configurer, donc vous avez Edit, Virtual Network Editor. Donc Virtual Network Editor, il va vous permettre de paramétrer les cartes réseau de VMware sur lesquelles nous aurons le bridge, donc le mode bridge, le mode host only et bien sûr le mode NAT. Donc ça, ce sont les trois cartes. Donc le bridge, c'est par défaut, donc il y a pas de configuration. Host only, vous avez une config. Le NAT, vous avez une config. Donc je peux refaire les paramètres de mes cartes, à savoir le DHCP et l'adressage distribué dans ces zones-là. Par exemple, je peux prendre donc ici 112. Donc pour avoir des adresses faciles à mémoriser, donc je peux utiliser l'adresse 100. Les systèmes de DHCP, donc je vais dire que donc ici 100 par exemple, la première machine commence par 100. Donc ça c'est un DHCP, bien sûr avec un max list time. Je peux même ajouter un list time qui est très grand parce que j'aurais pas besoin de refaire le DHCP à chaque connexion. Voilà, donc je peux appliquer ici. Vous pouvez à tout moment restaurer les paramètres de votre Virtual Network Editor. Comme je peux aussi ajouter d'autres cartes. Donc, à des cartes, normalement, lorsqu'on va faire les labs réseau complexe, je peux bien sûr utiliser d'autres cartes, à savoir lorsque vous utilisez GNS3. Donc, nous aurons besoin de plusieurs réseaux, de plusieurs environnements, de plusieurs segments. Donc, je peux créer autant de cartes virtuelles avec des adresses, avec la même manière, donc ajouter et vous aurez jusqu'à donc une vingtaine de cartes. Donc VMware avec cette version-là, il nous offre une vingtaine de réseaux que je peux créer. Donc pour l'instant, je laisse le paramètre par défaut. Voilà. Donc je vais opter pour un redémarrage de ma machine. Ici, vous avez 2 gigas, un processeur, le DVD est là, NAT, segment 2, très bien. Donc la maquette réseau, nous aurons bien sûr ici notre serveur. Donc l'adresse qui va être bien sûr ici, ce sera l'adresse 100. Donc, parce que nous avons paramétré le DHCP qui va bien sûr distribuer ça. Mais lorsqu'on va travailler sur nos réseaux, donc à savoir le LAN 1 et le LAN 2, nous aurons besoin des adresses statiques. Donc, on va bien sûr on va fixer les adresses pour ces réseaux-là. Donc ici, ce sera un Linux. Ici, ce sera un Windows. Donc, pour les environnements, bien sûr, Windows et Linux. Bien sûr, je vous demande aussi de faire le câblage. Comme ça, vous allez comprendre les connexions et comment ça fonctionne et tout ça. Donc, essayez toujours de faire
les parties câblage, les parties maquette. Très bien. Donc ici, on va commencer par cette partie-là. Donc la première partie, c'est la partie sur laquelle on va essayer d'installer un serveur SSH. On va se connecter à partir de notre Windows client. Donc le premier objectif, c'est l'installation. Donc l'installation, ça va vous prendre quelques minutes. On va dire, on va installer les packages un par un. Ça va vous prendre environ 10 minutes. Ça marche? Après, on va essayer de faire les configurations nécessaires. Donc, je commence tout d'abord par la connexion vers ma machine. Voilà donc l'adresse que j'ai demandé bien sûr, ce que j'ai configuré sur l'éditeur ici. Elle est là. Donc le DHCP de VMware marche très bien. Et j'ai aussi mes cartes que je vais configurer par la suite. J'ai demandé bien sûr de faire les sources list des Debian. Donc je vais refaire à de la partie parce que c'est très intéressant. Donc on va essayer de se connecter à Internet et de vérifier, bien sûr, d'adapter les sources de Debian. Donc je vais faire une petite recherche et de paramétrer les sources. Donc sources list. Sources list, on va dire Debian 12. Voilà. Donc je vais prendre les sources avec une mise à jour récente, par exemple celle-là. On peut aussi opter pour les sources officieuses officielles avec le site Wikidebian.org, si vous voulez. Essayez toujours d'opter pour tout ce qui est stable. Donc des sections libres, par exemple, je peux prendre la version, bien sûr, la version 12. Attends, voilà. La version stable, c'est là. Donc vous avez ici les dépôts. Donc ici, il y a bien sûr des commentaires, je vais te prendre sans problème. Mais ce qui va marcher avec ma machine, ce sera les sources avec sans commentaire, bien sûr. etc apt, pardon, apt sources list.
Voilà, donc votre collègue il a déjà fait ce qui est demandé. Donc les dépôts des biens. Donc ici, je vais comparer. Voilà. Le deuxième, c'est un dépôt de, donc ça, c'est dépôt de sécurité. Le troisième avec l'update. C'est très bien. Voilà. Donc il est déjà configuré. Donc vous avez déjà bien, je vous avais fait bien sûr sans problème. Je vais pas enregistrer. La commande suivante, c'est apt update. Donc apt update, il fait quoi? Il va faire la liaison entre votre machine et les sites. Le système, il va vous demander de lancer la commande. La commande, il va permettre de faire la mise à jour avec les dépôts. Ça marche? Si vous refaites, bien sûr, la commande update, ça marche? Donc le système, il demande apt-list upgrade. Voilà. Et c'est bon. La commande suivante, ce sera l'installation apt install ssh server. Donc ssh tout court. Voilà. Donc le téléchargement va prendre quelques minutes. Et après, on va essayer de se connecter à notre serveur grâce à donc vous pouvez utiliser un outil favori que vous voulez. Ça marche, il y en a plusieurs. Donc ici sur cette machine là, votre collègue a installé MOBA Extreme. Pour organiser, donc on va dire lab admin des services Linux. Ah. Et on va lancer une nouvelle session. Là. Donc la session ce sera une session SSH. Le host, ça va être notre adresse. Bien sûr, avec un username, on peut le spécifier, bien sûr, si vous voulez. Donc, il va utiliser, bien sûr, le port par défaut. Comme je peux laisser par défaut, comme ça. Donc, le système, maintenant, il nous demande la connexion. Donc, une fois connecté, donc on peut bien sûr faire vérifier les adresses. Voilà. Donc, nous avons, je vais tout effacer pour faire la chose. Donc, nous avons l'adresse, la première carte, c'est la carte localhost avec 127, c'est la carte ILO qui est obligatoire pour le fonctionnement de tous les services réseau. La deuxième, c'est notre première carte en mode NAT avec l'adresse 100.100. Et vous avez les deux LAN, donc la carte pour LAN 1 et la carte pour LAN 2. Donc ça, on va utiliser ces cartes-là par la suite dans notre LAN. Donc, je me connecte en tant que root. Voilà. Donc, l'objectif, maintenant, c'est quoi? Notre objectif,
c'est la mise en place de LAMP. Donc, on commence tout d'abord par l'installation d'un serveur web. Donc, l'installation de serveur web, ce sera avec apt install Apache 2. Donc, ça va reprendre quelques minutes selon bien sûr la connexion, selon la rapidité de votre connexion. Donc, Apache, le deuxième service, ce sera le PHP. Le troisième service, ce sera MariaDB. Le quatrième service, ce sera PHPMyAdmin. Le cinquième service, ce sera VSFTP. Bien sûr, l'ordre, euh, donc on peut bien sûr faire cet ordre-là, mais ça n'empêche, je peux commencer par FTP sans problème. Mais je peux pas faire PHPMyAdmin sans Apache. Donc, il y a des choses il y a des services sur lesquels il faut respecter l'ordre. Je peux aussi faire une seule ligne et d'installer tout, mais je préfère de faire étape par étape. PHP, par exemple 8.2. Donc, en attendant, je peux lancer ici une connexion vers mon serveur pour vérifier. Voilà. Donc ça, c'est la page par défaut de mon Debian. Voilà. Une fois le PHP installé, je vais refaire la partie index avec un fichier PHP. Et on va supprimer cet index-là parce qu'il y a pas mal d'informations, comme vous voyez. Donc, il y a pas mal Normalement, ça, c'est un fichier qui va vous guider, qui va vous expliquer le principe de Apache 2. Donc, vous pouvez y avoir ici le manuel, comment utiliser la documentation officielle de Apache 2 et comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, vous avez des documents root. Donc, le document root, c'est généralement var 3w public HTML. C'est un répertoire par défaut qui va accueillir les sites web. Mais je peux tout changer parce que c'est open source, c'est libre, je peux tout faire. Avant, il y avait var3w sur laquelle on va héberger les sites web. Maintenant, c'est avec HTML. La configuration default se fait avec OTC Apache 2. Donc ici, vous avez pas mal de configs. Donc une fois vous avez l'installation, donc cd/var 3w html ls nano index. Ça c'est le code source du fichier que vous avez sur par défaut qui est chargé. Je peux le désactiver avec cette méthode là. Voilà. Donc ls, vous aurez maintenant l'ancien nom et on va essayer de créer un index.php pour faire les tests de PHP.
La dernière fois, nous avons expliqué que PHP Info, elle est très dangereuse. Donc, je vous demande d'être vigilant lorsque vous utilisez cette balise-là. Donc, on va dire à de l'instruction, c'est quelques caractères, mais qui va divulguer ce que vous avez dans vos serveurs. Donc, lorsque le développeur écrit un code, il faut bien sûr être vigilant parce que ça sera la faille de sécurité de votre serveur ou bien des serveurs de l'entreprise. Donc, PHP Info va divulguer tout ce que vous avez dans le serveur. Donc, je vais essayer de faire un test. Donc, maintenant, si j'actualise, vous aurez tout ça. Donc, PHP Info, il divulgue ce que vous avez dans votre serveur. Donc, essayez d'être vigilant lorsque vous programmez. Donc, notre objectif, c'est pas PHP.info. Donc, je vais la supprimer et de faire echo. Donc, salam sur le /var /3w /html /index.php. Donc, j'ai essayé de donner une information de l'emplacement de fichiers. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc j'actualise ma page maintenant. Donc c'est là sur var 3w html index.php. Voilà, donc maintenant on va faire les autres installations. Je commence par voilà, donc j'ai installé Apache 2, PHP, maintenant MariaDB-server. Donc MariaDB, c'est le projet, c'est la continuité de projet open source de MySQL, parce que maintenant MySQL a été racheté par Oracle. Maria, c'est la fille de créateur de PHP, donc on va dire. La dernière fois, j'ai demandé deux choses. Comment on va configurer notre MySQL afin de se connecter à distance. Parce que lorsqu'on va l'installer, l'instruction suivante, ce sera Secure Installation. Donc MySQL Secure Installation. Dans une étape, il y a ce qu'on appelle désactiver le root à distance. Donc, est-ce que vous avez fait une petite recherche sur ça? Comment donner l'accès à MySQL à distance? Oui, ça marche. Donc, normalement, la connexion à MySQL à distance, euh, elle est paramétrée au localhost 127 avec une adresse locale. Donc, sur cette adresse-là, je peux autoriser. Donc, je peux bien sûr vérifier ça. Donc, /etc MySQL my.cnf. Donc, ici, le système, il va inclure les instructions de MariaDB. Donc, on va essayer bien sûr de conf.
Donc, le fichier se trouve dans le chemin suivant. cd/etc mysql mariadb.conf.d. Si vous avez pas mal de fichiers, donc le fichier qui va nous permettre de configurer MariaDB avec band address, donc ça c'est l'instruction, c'est le 50 server CNF. Ici vous avez band address. Donc band address, il est fixé sur 127. Donc fixé sur 127, ça veut dire que lorsque vous faites cette instruction-là, mysql-u root-p, entrée. Donc le système, il va vous connecter localement. Comme vous voyez, donc il n'y a pas de mot de passe par défaut pour MySQL, donc il faut le mettre. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc si vous faites -h host, donc 127.0.0.1, vous voyez, donc ici le système il va faire un deny parce que normalement en se connectant localement c'est autorisé. Mais lorsque vous faites l'instruction -h, ça veut dire que ce sera une connexion à distance. Donc, pour autoriser les connexions à distance, on va faire 50 points server CNF. Je peux opter juste pour une désactivation de cette instruction-là. Système ctl start MariaDB. Ah. Je vais refaire bien sûr la connexion. Maintenant, donc le message normalement c'est 202. Donc généralement c'est une connexion avec before computer check. Donc ici il y a une obligation de se connecter en mode secure. Donc j'opte dans un premier lieu de configurer mon MySQL Secure Installation. Le mot de passe il est vide. Socket. Le mot de passe pour root. Changer le password pour root. Je viens de on va supprimer l'utilisateur anonyme, désactiver root remotely. Donc, cette instruction-là, c'est elle qui va nous interdire de se connecter à root à distance. Donc, pour se connecter maintenant, nous aurons besoin d'un utilisateur, d'un autre utilisateur. Donc, on va le laisser pour se connecter à distance. Pour cela, donc, on va essayer de faire l'installation de phpMyAdmin pour nous simplifier la gestion de notre serveur MySQL. Espace ici pour autoriser Apache 2. Donc la connexion vers MySQL avec bien sûr le password et on va attribuer un mot de passe pour se connecter avec phpMyAdmin.
Donc, pour faire les tests de notre PHP admin, on va se connecter en mode root et bien sûr le password. Donc voilà, vous avez quelques databases déjà créées sur votre MySQL, donc MariaDB, donc sur votre SQL. Comme vous avez la base 6, vous avez la base de données pour PHP-admin, les performance schema, MySQL et information schema. Nous aurons besoin d'un utilisateur avec une base de données MySQL. Donc, j'ai ajouté un utilisateur. On va dire blog-hamza. On va générer un password qui sera un password qui est fort. Voilà, donc cette mot de passe là, on va essayer de la stocker quelque part. Voilà, donc je vais aussi prendre ça pour créer ce qu'on appelle combo list. Combo, voilà, ça va être ça, 2 points, ça. Donc ça, c'est votre utilisateur. On peut le sauvegarder quelque part sur le bureau, par exemple. Donc je le laisse comme ça, sans problème. L'utilisateur, comme vous voyez, l'hôte, j'ai ajouté, donc le système il a proposé ça, donc c'est pourcentage à partir de n'importe quelle machine, je peux me connecter. Créer une base portant le nom avec les privilèges sur cette base-là. Donc ça, ce qui est demandé. Donc j'ai créé un utilisateur avec sa base de données. Tu les privilèges sur sa base. Voilà, donc vous avez ici le code qui nous a permis de faire cette instruction-là en mode SQL. Maintenant, je vais essayer de me connecter à distance avec cet utilisateur-là. Donc, mysql-u. Donc, nous avons dit l'utilisateur, c'est Hamza. Donc, c'est blog Hamza. -p, -h, ce sera password. Je sais pas, est-ce qu'elle va m'autoriser à faire quoi? Pas problème, occasion. -p, je sais pas comment faire. Donc, je vais changer le mot de passe pour un mot de passe qui est plus simple. Donc, c'est juste donc pour la démonstration, bien de créer un autre utilisateur. Donc, je garde cet utilisateur-là parce que je vais l'utiliser pour WordPress par la suite. Mais pour se connecter à distance, j'opte pour un utilisateur avec un mot de passe simple.
Voilà, donc, un mot de passe simple, Hamza Hamza, donc il nous a permis de faire, bien sûr, la connexion à distance. Donc, l'instruction, il y a band address. Donc, j'ai désactivé cette instruction. Donc, l'étape suivante, ce sera le serveur FTP, apt install vsftpd. Donc, normalement, c'est un petit package. C'est un tout petit package avec une petite taille. Le fichier de config principal, c'est sur /etc vsftpd. Et nous aurons besoin d'un FileZilla comme client, FileZilla qui va bien sûr nous permettre de se connecter vsftpd.conf. Donc, nous avons dit il y a 5 instructions. Je commence par la première, listen yes. Listen v6, je peux la désactiver. Anonyme enable no, local enable yes, write enable yes. Donc vous avez maintenant 4 paramètres. Write enable, local enable, anonyme no, listen yes. Il nous reste donc maintenant notre serveur marche bien. Donc on va faire le test. Mais avec un seul problème, c'est que l'utilisateur, il peut se connecter, oui, mais il peut naviguer sur les autres répertoires. Donc, le test, on va le faire juste après pour vous montrer système ctl start vsftpd. Voilà. FileZilla. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu peux regarder. Donc, file, là. Donc, FileZilla client, on va le télécharger. Version free. J'attends juste le téléchargement. Donc, nous aurons besoin par la suite de faire paramétrage suivant pour donc ça c'est le paramétrage qui va vous permettre de restreindre l'accès à l'utilisateur sur un seul dossier. Voilà.
Donc, pour faire le test de la connexion, donc, je vais utiliser cette adresse-là. Donc, l'utilisateur, j'ai pas encore créé d'utilisateur, donc je vais le créer tout de suite. Donc, --home, il va vous permettre de changer le répertoire d'accueil. Voilà, donc on va refaire la connexion. Donc, hein, oui. Donc, le home directory, c'est sur var 3.htm. Donc, j'ai spécifié le chemin du home DL. J'ai spécifié exactement le chemin que je veux. Si vous désactivez de l'instruction, voilà, si vous enlevez de l'instruction, le système il va slash home avec le nom d'utilisateur. Voilà, donc je peux faire un autre dossier sans problème. Ça, c'est un dossier qui sera créé. Shabab, ici, si vous faites attention, j'ai pas spécifié le numéro de port. Donc le file est là. Donc il se connecte avec, bien sûr. Donc bien sûr, le mode FTP ne prend pas en charge TLS. Voilà. Le compte, donc connecté, récupération du contenu, le contenu de dossier. Et vous avez ici, donc je peux faire un test, voilà. Je peux écrire sur mon dossier. Mais le problème, c'est que cet utilisateur-là, il peut naviguer sur tout le système. Donc, ce qui est pas bon du tout. Donc, il faut pas donner l'autorisation aux utilisateurs parce que c'est très dangereux, bien sûr. Donc, il peut tout faire en fait. Donc, regardez, il peut vérifier /etc. Il peut télécharger, donc ici, il peut faire read pour quelques fichiers. Mais il y a des fichiers, par exemple, ces fichiers-là, donc je sais pas est-ce qu'il peut y voir ou pas, afficher édité. Est-ce que je peux les télécharger? Donc ça, c'est généralement, ça c'est un problème. Il faut pas y avoir l'autorisation. Donc pour désactiver l'autorisation, vous allez sur votre serveur, vsftpd, et d'activer chroot local user.
sauvegarder, faire un restart et de se, voilà, donc on va essayer de, donc écriture critique, connexion rapide. Ah, donc to run with the right. Je vais essayer avec celle-là. C'est ça. Ah, donc un paramètre de plus, c'est le paramètre suivant. Donc allow writable shroud, yes. Donc ici d'ajouter le paramètre. Après, bien sûr, les instructions. Je peux même l'ajouter à la fin de mon fichier. Je redémarre le serveur et je fais les tests. Donc les tests, ici j'ai, voilà. Donc la connexion FTP. Donc ici l'utilisateur et c'est le mot de passe. Je me connecte. Oui. Et vous avez bien sûr les différents tests. Est-ce que je peux bien sûr supprimer? Oui. Normalement, j'ai créé ça avec une commande. Donc, cd java rm-rf slash 3w html donc comme ça. Donc ça c'est je vais actualiser ici. Est-ce que je peux écrire? Oui. Sure. Ah, file it. Ah, donc la propriétaire des routes. C'est un propriétaire de l'utilisateur n'est pas connecté. Là, l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui doit y avoir. Donc, chmod shawn shawn deux points r slash var 3w html. Je peux d'abord. Voilà.
Donc, j'ai redonné les droits à mon dossier. Parce qu'avant, avec l'erreur, j'ai fait pas mal de trucs. Donc, j'ai cassé les droits. Donc, j'ai refait les droits pour l'utilisateur. Maintenant, il a le droit d'accéder. Donc, l'étape suivante, notre objectif, c'est la mise en place d'un serveur DNS. Donc, nous allons installer, bien sûr, avec apt install band9. Donc, sur cette machine-là, elle est déjà installée. Donc, vous allez vous déplacer vers cd/etc band. Sur ce dossier-là, vous avez tous les fichiers nécessaires pour la configuration de votre band. Je commence tout d'abord par éditer les fichiers. Je commence par le fichier default named.conf. Donc ça, c'est le fichier par défaut qui va vous permettre de voir comment ça fonctionne le système named. Donc ici, le band9, il va charger 3 fichiers. Donc il y a des includes pour les 3 fichiers. Je commence tout d'abord par le fichier option. Donc dans le fichier option, vous avez un type de DNS qui est le DNS forwarders. C'est ce qu'on appelle en français redirecteur. Donc redirecteur, il va vous permettre de demander à votre serveur une résolution de nom. Et ce serveur-là va faire ce qu'on appelle les requêtes itératives sur le système DNS international. Donc, pour l'utilisation des forwarders, c'est généralement pour soulager votre serveur. Par défaut, il est désactivé. Donc, vous pouvez, bien sûr, activer ça via, bien sûr, l'activation du code suivant et de spécifier l'adresse de DNS, l'adresse de DNS Cloudflare ici. Donc, si vous faites des recherches DNS sur les zones sur lesquelles votre serveur a l'autorité, il va vous répondre. S'il n'a pas l'autorité sur ces zones-là, il va envoyer la requête vers le DNS 4.1. Le DNS 4.1, il va répondre, voilà, à votre serveur. Donc ici, on parlera de ce qu'on appelle le DNS de redirection, forward. Donc ça, c'est le premier fichier, option. Donc je ne vais pas enregistrer. Le deuxième fichier. Le deuxième fichier, on va dire, c'est named.conf default zone. Donc nano named.conf default, pardon. Sur ce fichier-là, vous avez des informations suivantes. Vous avez la zone point, c'est la zone racine. On peut voir ici la base de données de la base racine. Donc, je vais essayer d'éditer cette base-là pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, les racines, j'ai dit que lorsque j'ai expliqué le cours, j'ai expliqué que lorsqu'on parle système DNS international, il y a les zones DNS root. Les routes, vous avez 13 serveurs racines. Les 13 serveurs racines, ils ont des noms, مثلا a.root-server.net. Ils ont des adresses du type A, ce sont adresses IPv4, et aussi des adresses IPv6. Donc vous avez de A jusqu'à M. De A jusqu'à M, c'est les 13 serveurs DNS mondiaux. Donc ici, lorsqu'on parle d'une résolution sur Internet, donc ça c'est la racine du système DNS, il y a un système hiérarchique.
Donc, le nombre de serveurs racines, c'est 13. Ils sont mis à jour sur cette distribution-là. Donc, je reviens sur Default Zone. Sur Default Zone, vous avez des informations qui vont vous permettre de déclarer une autorité sur les zones. Le RFC qui va vous permettre d'écrire, de normaliser l'écriture de DNS, c'est 1912, RFC 1912. Donc, nous aurons besoin de cette normalisation-là pour manipuler les ondiennes. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un exemple de résolution directe et un exemple de résolution inverse. Donc, on va récupérer le fichier à partir d'ici. Non, pardon, je copier-coller. Je vais refaire la chose, voilà. Donc, je prends ça et ça. Donc, pour éditer, donc on va éditer named.conf.local. Donc, ça, c'est le fichier sur lequel on déclare les zones. Donc, ici, je supprime, par défaut, c'est comme ça. Donc, collez ce que vous avez. Donc, la dernière fois, l'exercice, j'ai demandé les choses suivantes. 2 zones directes et 2 zones inversées. Donc, je commence par la première zone. Le nom de la base va être comme ça. La zone inversée, donc ici, vous allez écrire la partie Network ID inversée. J'ai dit bien Network ID inversé. Donc, on va l'inverser. Ça veut dire que normalement 192, c'est là. Donc, on termine avec 192. Donc, 168. Par exemple, on va écrire ici 100. 192, 168, 100. Le dernier octet, c'est l'octet pour les hosts. Donc, ça, c'est ce qu'on va déclarer dans le fichier. Le fichier de database, ça va être ça. Donc, on va dire 100 tout simplement, pour simplifier. J'enregistre, voilà. Donc, ici, j'ai une zone directe, une zone inversée. Et on va dupliquer ça après. Et pour l'instant, donc pour les bonnes pratiques, essayez de faire de même. Donc, si vous avez 4 zones, donc 2 zones directes, 2 zones inversées, essayez de commencer par une zone directe, une zone inversée. Une fois que vous avez le code qui marche, on peut répliquer sans problème. Ça marche. Et on peut gagner du temps, bien sûr. Notre objectif maintenant, c'est de créer ces databases-là. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Donc, j'enregistre mon fichier, je quitte. Donc, pour la création, vous allez faire cp db.local db donc, pour, bien sûr, essayer toujours de faire du copier-coller pour ne pas commettre des erreurs. Ça marche? Il faut faire du copier-coller pour ne pas faire des erreurs. Donc maintenant, on va éditer db localhost, remplacez-la par votre nom de domaine. C'est ce qu'on va faire. Donc localhost. Gardez toujours le point pour dire au système que c'est la racine. Ça marche? Ici, c'est l'adresse mail. Donc, le deuxième code, il va désigner l'adresse email de responsable
de ce cycle. Numéro de série, il a l'habitude de mettre la date. Le numéro euh, 17. Ça marche? Il a toujours l'habitude de mettre la date du jour comme numéro de série. Ici, vous avez l'adresse 127, vous allez la remplacer avec l'adresse fixe de la machine. numéro. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Ça marche. IPv6, je vais la désactiver. Je n'aurai pas besoin de IPv6. Après, donc, ça, ce sont des commentaires. On va créer les enregistrements A. Donc, les hosts. Host, ça veut dire les machines. Vous avez srv-hamza et in l'adresse IP. Vous avez le client. Par exemple. Vous aurez un Windows. Donc ça, c'est peut-être exemple. Selon le cahier de charge de l'examen, donc essayez de respecter les cahiers de charge que vous avez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les enregistrements hot, les machines. Après, on va créer ce qu'on appelle les enregistrements aléas, c'est ce qu'on appelle CNAME. Ce sont des aléas. Donc les aléas, généralement 3W, ils vont se baser in CNAME. Ils vont se baser sur un enregistrement de type A. Ça marche? Voilà, donc j'ai essayé de créer quelques enregistrements pour faire les démonstrations. Donc, on a les A, les CNAME. J'ai déclaré le NS. Donc, le NS, c'est Name Server, c'est le DNS. Le Name Server, c'est le serveur DNS. Voilà. Donc, ce qui manque maintenant, c'est la création de ça, DB100. CP, DB127, DB100. Voilà. Nano, DB100. Ce qu'on va faire, la même chose. Regardez, vous allez changer les localhost avec la scène.log. Serial, donc le numéro de série. Donc ici, localhost, vous allez changer avec. Maintenant, on doit mettre ici. Donc ici, on doit mettre les PTR. Les enregistrements PTR qui sont pointer. Pointer, ça veut dire les enregistrements inversés. Normalement, ici, c'est pour 127, ça veut dire classe A, donc classe C/24. On travaille avec le dernier octet, ça veut dire que vous aurez quelque chose comme ça. La dernière adresse, c'est 100. Donc, supposons que 100, c'est pour serveur Hamza. Ça marche?
Donc, et on peut bien sûr refaire les autres. Généralement, les PTR, on va la faire pour les enregistrements A. Donc, machine les aliens. Donc, le nombre d'enregistrements que vous avez, les enregistrements, normalement, nous avons trois. Donc, il y en a 101 et 102. Ça marche. Le premier, il y en a là. Donc, ici, c'est un client. Ici, Windows. Ça marche. Voilà. Donc, j'ai trois machines. Le serveur, le client Linux et la machine Windows avec les adresses 100, 101, 102. Donc voilà, je sauvegarde mon fichier et je quitte. Maintenant, on doit faire un restart au niveau de... Voilà, donc système, CTL, start, band 9. Suivi par le statut. Donc ici, le système va nous donner des informations sur notre band. Le statut, c'est qu'il est enabled, il est activé, ok. Voilà, donc CPU, etc. Vous avez ici donc les dernières lignes de votre journal. Vous avez ici les dernières lignes de votre journal, ils sont là. Il y a donc il y a un seul problème ici, c'est que on doit désactiver IPv6. Je travaille pas avec IPv6. Sur les logs, vous avez pas mal de IPv6. Donc, on va la faire après. Donc, normalement, on doit désactiver IPv6 si on ne travaille pas avec IPv6. C'est un protocole bavard pour moi, donc parce que je l'utilise pas. Donc, je fais beaucoup de côté serveur opérationnel. Maintenant, on va voir comment faire pour paramétrer les clients. Donc, je reviens sur mon serveur. Donc, on va faire l'édition des adresses. Donc, j'aurai besoin d'une configuration statique pour mes cartes. Donc, je vais refaire les étapes. Je pour comment nous avons fait. Voilà, donc le serveur, il est là. Donc, la première note, vous avez LAN segment 1, LAN segment 2. Donc, LAN 1, on va la coupler avec Linux. Ici, on va lier avec Windows. Donc, pour cette machine-là, on va dire que ça, c'est le client Linux. Donc, vous avez deux cartes, c'est pas la peine. Ok, donc je démarre ma machine. Hein. Vous avez le serveur, le client, etc. Donc, je démarre les machines. Ok, donc sur mes configs, je dois bien sûr configurer le NS36. Donc 36, ça va être l'adresse de la première carte. Et la 36. Non. Ah, Hmm. stop.
Je configure. دير الطريقة ديالك مزيان. On a des étapes. Ils sont très simples, ça marche. Vous pouvez apprendre par cœur les étapes ou bien même, ça marche, de faire les, donc, avec un GPT. Donc, j'autorise ça sans problème. Dis. Mais il faut comprendre les choses. Vous avez des commentaires, vous avez, donc, couchez bien, sans problème. Donc, ici, blockhamza.net. Donc, le DNS ici, Shabab, donc le DNS, je vais pas utiliser celui-là, mais je vais utiliser le DNS et ce sera le même que mon adresse parce que ça marche. Donc, l'adresse IP, netmask, gateway, DNS master, DNS cherche. Donc, ça, c'est optionnel, bien sûr. Je vais refaire la même chose pour l'autre carte. L'autre carte, normalement, ça a été... Ça marche? Donc ici, on va faire 200, tout simplement. Donc pour simplifier les choses, juste 100, 200. الحين في الكتاب في الكتاب What? الكتاب Non, non, عدلنا non. C'est bon? Je sauvegarde. Donc système, contrôle, networking. Une fois redémarré, on... Alors, attention. Ah, ok. Vous avez deux adresses, le même panier, donc oui, oui. Parce que j'ai déjà configuré l'adresse sur la machine, donc je reviens sur la machine ici. Donc, tu comptes, hein. J'ai déjà l'adresse 100. J'ai déjà l'adresse 100. Normalement, je dois configurer avec une autre adresse. Euh, donc, pour régler le problème, généralement, j'ai dit on va désactiver le NAT. Désactiver la carte. Les faire le NAT. Tiens, c'est mieux. Donc, là, tac, tac. Je désactive le truc. Ça marche. Et c'est bon. Donc, une fois que vous aurez besoin de la carte, on va la réactiver. Bon, déjà, il faut bien sûr. Donc ici, normalement, vous avez DHCP. Ça marche? Donc, on va faire système CTL. Système.
نستخدم Digital Interfaces المشكل أوصل Digital Interfaces شنو يدير حين دوك اه هذيك الهاتف دونك هذا خصنا نعيدو لا ماشي مشكل داكشي با بروبليم وهذا أصلا هادي مبقاش ديزاكتيفا دونك لي دي سون دي كومونتير فوالا نشوف هذا الموضوع نشوف إذا كاينة كوموند أخرى اوكي ما عليناش دونك je vais faire un restart au niveau de ma machine c'est mieux donc un restart ça va régler le différents problèmes شباب donc je m'arrête dans cette étape là غادي نديرو les tests donc il fallait que تتقاد les interfaces عندنا صافي كونيكطاو ليها بقينا غير بجوجنا